La lumière du Porsche clignota de nouveau alors que je vissais plus fermement l'ampoule dans sa douille. 3 mois de thérapie de couple, et Mera ne prenait toujours pas la peine de mentionner quand quelque chose se cassait à la maison. Mon téléphone vibra contre ma hanche, la notification de l'application de sécurité que j'avais appris à redouter. Je sortis l'appareil et fis glisser mon doigt pour afficher le flux de la caméra de l'allée. Elle était là, ma femme depuis 12 ans, sortant en titubant d'une BMW élégante qui n'était certainement pas sa Honda. L'horodatage indiquait 23h47. Apparemment, sa déposition tardive avait impliqué pas mal de gloussements et de tripotage avec quelqu'un qui ne ressemblait en rien à son associé, Janet. Drôle, me suis-je marmonné, en regardant Mera lisser sa jupe tandis qu'un homme grand et bien habillé ajustait sa cravate. Je ne savais pas que les dépositions exigeaient autant de contact physique de nos jours. L'homme, la quarantaine, costume cher, cheveux impeccablement coiffés, se pencha pour ce que ma femme pensait probablement être une étreinte d'adieu discrète. De mon perchoir sur l'échelle, j'avais une vue parfaite sur leur petite performance. Les caméras de sécurité que Beck avait installées après notre cambriolage au printemps dernier capturaient tout avec une netteté cristalline. Mera tripota ses clés devant la porte d'entrée pendant que Monsieur Costume Cher remontait dans sa BMW. J'ai mémorisé la plaque d'immatriculation. JCA 4471. Mignon. Probablement ses initiales. Je suis descendu de l'échelle et me suis glissé à l'intérieur par la porte de derrière, arrivant dans notre chambre juste au moment où j'entendais les talons de Mera claquer sur le parquet en bas. La douche se mit à couler quelques minutes plus tard, lavant l'épreuve, sans aucun doute. Mon ordinateur portable était ouvert sur la table de chevet, et j'ai ouvert les archives du système de sécurité. Beck Darren, mon vieil ami de la boxe devenu spécialiste en sécurité, avait installé tout le système gratuitement après que quelqu'un ait tenté de s'introduire dans notre garage. Une assurance, comme il l'appelait. On ne sait jamais ce qu'on pourrait avoir besoin de prouver un jour. J'ai fait défiler les enregistrements du mois dernier. C'était là, un schéma que j'avais été trop confiant pour remarquer. 12 nuits de travail tardif, et chacune d'entre elles montrait la même BMW déposant Mera entre 23h30 et minuit. La porte de la salle de bain s'ouvrit, et Mera apparut dans un nuage de vapeur parfumée à la lavande, enveloppée dans son peignoir de soie préféré. « Comment s'est passée ta journée ?» demandai-je, sans lever les yeux de l'écran de l'ordinateur. « Épuisante, dit-elle, évitant mon regard tout en fouillant dans sa boîte à bijoux. Janet et moi avons examiné des dépositions jusqu'à près de minuit. Cette affaire Henderson me dévore la vie. Janet conduit une BMW maintenant. La question m'a échappé avant que je puisse me retenir. La main de Mera se figea au-dessus de ses boucles d'oreilles en perles. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Rien. Je me demandais, c'est tout. » J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai souri. « Je suis fier de toi que tu travailles si dur. » Elle se détendit légèrement, mais j'ai surpris la rougeur coupable qui montait le long de son cou. 12 ans de mariage m'avaient appris à lire ces signes. « Je vais prendre une bière, dis-je en me dirigeant vers la porte. Tu veux quelque chose ? Non, je suis épuisé. Je vais directement au lit. J'imagine bien, pensai-je. En bas, dans mon atelier au sous-sol, j'ai affiché les enregistrements de sécurité sur mon ordinateur principal. Beck avait installé des caméras à chaque entrée, ainsi que des détecteurs de mouvement dans l'allée et le jardin. Le système sauvegardait automatiquement tout sur un serveur cloud, ma police d'assurance personnelle. J'ai passé les 2 heures suivantes à tout documenter. Capture d'écran, horodatage, numéro de plaque d'immatriculation. La BMW appartenait à J. Arnell. Selon une recherche au service des immatriculations que j'ai effectuée via un site d'enquêteur privé que j'avais utilisé pour le travail, il avait 42 ans, son adresse était dans le quartier chic de Riverside. Profession indiquée, consultant en affaires. Mon téléphone vibra, un texto de Beck. Le système de sécurité fonctionne bien ? Comme un charme, ai-je répondu, il capture tout ce que j'ai besoin de voir. Content de l'entendre. Fais-moi signe si tu as besoin de mise à niveau. Je fixai l'écran un long moment, regardant Jess Arnell aider ma femme à sortir de sa voiture pour la 12e fois. Sa main s'attarda sur le bas de son dos, et elle rit à quelque chose qui lui chuchota à l'oreille. Des mises à niveau. Oui, j'allais peut-être en avoir besoin de quelques-unes. Le lendemain matin, Mera était déjà partie quand je me suis réveillé.
Elle avait laissé un mot sur le comptoir de la cuisine. Réunion matinale avec Janet. Ne m'attends pas ce soir. Une autre déposition tardive. J'ai froissé la note et l'ai jetée à la poubelle. Puis, je me suis déclaré malade auprès de l'entreprise d'électricité où je travaillais depuis 8 ans. Tommy Breslin, mon superviseur, ne posa pas de questions. J'avais pris peut-être 5 jours de maladie en 8 ans. Au lieu d'aller au travail, je me suis rendu dans le quartier de Riverside et j'ai trouvé l'adresse de Jess Arnell. Le complexe d'appartements criait, l'argent, hall en marbre, portier et service de voiturier. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je me suis installé pour attendre. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. Veuillez vous abonner, laisser un like, commenter et appuyer sur ce bouton d'engouement pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. À 9h15, Jess sortit de l'immeuble, vêtue d'un costume gris anthracite et portant une mallette en cuir. Il ressemblait exactement au genre d'homme que Mera avait toujours prétendu trouver ennuyeux, soigné, corporatif, prévisible. Apparemment, ses goûts avaient évolué. J'ai suivi sa BMW jusqu'à une tour de bureau en verre au centre-ville, le regardant disparaître dans le parking souterrain. Une recherche rapide sur Internet révéla qu'Arnell Consulting occupait tout le 14e étage. Les affaires devaient être bonnes. Mon téléphone sonna alors que j'étais assis sur le parking, planifiant mon prochain coup. Tran, c'est Madame Lassie, votre voisine. La voix de notre voisine avait ce ton particulier de commérage à peine contenu. J'espère ne pas vous déranger, mais je voulais vous dire que j'ai vu quelque chose hier soir qui m'a inquiété. Qu'est-ce donc, Madame Lassie? Eh bien, je sortais Buton pour sa promenade du soir quand j'ai remarqué une voiture étrange dans votre allée, une berline sombre. Le conducteur était. Eh bien, il était très amical avec Mera. Je serrai plus fort le téléphone. Amical comment? Oh, vous savez, des attouchements, des étreintes. Je suis sûr que c'était tout à fait innocent, probablement un collègue de travail, mais de mon temps, nous étions plus discrets sur ces choses-là. J'apprécie que vous veilliez sur nous, Madame Lassie. Bien sûr, mon cher. J'espère que je ne dépasse pas les bornes. C'est juste que Mera a pas mal de soirées tardives ces derniers temps, et les gens parlent. Les gens parlent dans notre quartier. C'était pratiquement une menace. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans ma camionnette et j'ai examiné mes options. Je pouvais confronter Mera directement, mais cela ne mènerait qu'à des dénégations et des mensonges. Je pouvais engager un détective privé, mais j'avais déjà de meilleures preuves que n'importe quel détective ne pourrait en rassembler. Ou je pouvais faire preuve de créativité. Je suis allé à la quincaillerie et j'ai acheté un petit traceur GPS, du genre que les parents utilisent pour surveiller les adolescents au volant. 20 minutes plus tard, j'étais de retour dans le parking de J. Arnell, fixant le traceur sous le pare-choc arrière de sa BMW. Mon téléphone vibra, un autre texto de Mera. La déposition s'éternise encore. Ne m'attends pas. Je t'aime. Je t'aime aussi, chérie. Ce soir-là, je suivis le signal du traceur sur mon ordinateur portable tandis que la BMW de Jess se déplaçait du centre-ville vers un restaurant appelé, chez Laurent, l'endroit français le plus cher de la ville. Le signal resta immobile pendant 2 heures avant de se déplacer vers un hôtel à 6 pâtés de maison de là, le Grand View Hotel, où Mera et moi avions passé notre 5e anniversaire de mariage. J'ai attrapé mes clés et je suis allé au centre-ville, me garant en face de l'entrée principale de l'hôtel. À travers les baies vitrées du hall, je pouvais voir Mera et Jess au bar, partageant ce qui ressemblait à du champagne et une conversation intime. Elle portait la robe rouge que je lui avais achetée pour Noël, celle qui, selon elle, la mettait mal à l'aise. Apparemment, elle avait surmonté ça. J'ai pris des photos avec le zoom de mon téléphone, puis je me suis installé pour attendre. Ils ont disparu dans l'ascenseur à 22h30. Le traceur montra que la voiture de Jess resta dans le parking de l'hôtel jusqu'à 23h15, moment où elle commença à se diriger vers notre quartier. Je suis rentré 5 minutes avant eux, juste assez de temps pour monter à l'étage et faire semblant de dormir. La porte d'entrée s'ouvrit à 23h47, correspondant exactement à l'horodatage des nuits précédentes. Mera se glissa dans le lit 20 minutes plus tard, sentant le parfum cher et les mensonges. Comment s'est passée la déposition, murmurai-je dans le noir. Brutal, murmura-t-elle. Janet pousse trop fort parfois.
Je me suis retourné et j'ai fixé le plafond, écoutant la respiration de ma femme ralentir progressivement jusqu'au sommeil. 12 ans de mariage, et je ne l'avais jamais vu mentir avec autant d'aisance. Le matin, j'ai appelé Beck. J'ai besoin de mettre à niveau le système de sécurité, dis-je. Quel genre de mise à niveau? Le genre qui capture l'audio. Beck resta silencieux un moment. L'enregistrement audio, c'est délicat. D'un point de vue légal. C'est ma maison, ma propriété. C'est juste. Quand veux-tu que je passe? Aujourd'hui. Mera est au travail jusqu'à tard. La soirée tardive habituelle. Quelque chose comme ça. Beck arriva à midi avec une boîte à outils remplie de nouvel équipement. On se connaissait depuis le lycée, où nous boxions tous les deux au Mickey's Gym dans le sud de la ville. Il s'était lancé dans la sécurité privée après un passage dans l'armée. J'étais devenu électricien. Des chemins différents, mais nous étions restés proches. Tu veux me dire de quoi il s'agit vraiment? Demanda-t-il en installant un nouveau système de microphone dans le salon. Une assurance, dis-je. On ne sait jamais ce qu'on pourrait avoir besoin de prouver. Il me lança un long regard, mais n'insista pas. C'était Beck, loyal jusqu'à la faute et assez intelligent pour savoir quand ne pas poser de questions. Ces nouveaux micros capteront les conversations de n'importe où dans la maison, expliqua-t-il. Tout est téléchargé automatiquement sur le cloud. Tu y auras accès via la même application. Et le sous-sol? Déjà couvert. J'y ai installé l'audio quand j'ai mis en place le système original. Nous avons passé l'après-midi à mettre à niveau chaque pièce. Quand Beck eut terminé, j'avais une surveillance audio et visuelle complète de ma propre maison. Parfaitement légale puisque j'étais propriétaire et que j'y vivais moi-même. Encore une chose, dis-je alors que Beck rangeait ses outils. J'ai besoin que tu fasses une vérification d'antécédents sur quelqu'un. Officielle ou officieuse? Officieuse. Je veux juste savoir à qui j'ai affaire. Je lui tendis un bout de papier avec le nom et l'adresse de J. Arnell. J'aurai quelque chose pour toi d'ici demain, dit Beck. Tu es sûr que ça va, mec? Tu as l'air différent. Je vais bien. Je suis juste prudent. Après le départ de Beck, j'ai testé le nouveau système. Un son cristallin de chaque pièce, synchronisé automatiquement avec les flux vidéo. Je pouvais tout surveiller depuis mon téléphone, mon ordinateur portable ou l'ordinateur de bureau dans mon sous-sol. Mon téléphone vibra avec le texto désormais familier de Mera. Encore une soirée tardive. Janet veut revoir les dépositions Henderson. Ne m'attends pas. J'ai répondu, travaille bien. Je t'aime. 3 petits points apparurent, puis disparurent. Finalement. Je t'aime aussi. À 18h30, le traceur GPS montra que la BMW de Jess quittait son immeuble de bureau. Au lieu de se diriger vers un restaurant, elle alla directement à son appartement. 20 minutes plus tard, un deuxième signal apparut sur mon traceur. La Honda de Mera était garée dans le même immeuble. J'ai ouvert une bière et je me suis installé pour attendre. Le nouveau système audio capturerait tout à leur retour à la maison. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de reprendre le contrôle de la situation. Mon téléphone sonna à 20h45. Madame Lassie, encore. Tran, mon cher, j'espère ne pas vous déranger. Pas du tout, Madame Lassie. Je voulais juste vous dire que j'ai revu cette même voiture dans votre allée hier soir. La berline sombre. Je commence à penser que vous devriez avoir une conversation avec Mera au sujet de ses amis du travail. J'apprécie votre sollicitude. Bien sûr. Oh, et j'ai pris une photo cette fois, juste au cas où vous en auriez besoin pour. Eh bien, pourquoi que ce soit. Ma prise sur le téléphone se resserra. Une photo juste de la voiture et de la plaque d'immatriculation. On ne sait jamais quand la documentation peut être utile. Madame Lassie se révélait être une alliée plus précieuse que je ne l'avais prévu. Pourriez-vous me l'envoyer par email, demandai-je. Certainement. Je vous l'envoie tout de suite. La photo arriva 5 minutes plus tard. Une photo parfaite de la BMW de Jess dans notre allée. Horodatage clairement visible. Madame Lassie avait même capturé une partie de la plaque d'immatriculation. J'ai transféré l'image sur mon stockage cloud personnel,
l'ajoutant au dossier de preuves qui ne cessait de s'étoffer. Capture d'écran, journaux GPS, horodatage, photographie. Je construisais un dossier en béton. Le traceur montra que les deux voitures quittaient l'appartement de Jess à 22h15. Elles se dirigeaient vers notre quartier, probablement pour leur habituelle routine d'adieu dans notre allée. Je suis monté dans notre chambre et je me suis installé sous les couvertures, l'ordinateur portable caché à côté du lit. Le nouveau système audio capturait tout à travers mes écouteurs. À 22h47, j'entendis des portières de voitures claquer dans l'allée, puis des voix, le rire de Mera, suivi du rire plus grave d'un homme. Demain soir, la voix de Jess était limpide. Même heure, répondit Mera. Tran ne remet jamais en question mon emploi du temps. Heureusement pour nous. Mais je commence à en avoir marre de ces adieux rapides. Je sais, mais nous devons être prudents. Au moins jusqu'à ce que je décide de mon prochain coup. Mon prochain coup? La phrase me frappa comme un coup de poing à l'estomac. Tu vas vraiment le quitter? Demanda Jess. Éventuellement. J'ai juste besoin de m'assurer d'obtenir ma juste part de tout d'abord. La maison, son compte de retraite, tout ce que nous avons construit ensemble. Et ensuite, nous pourrons arrêter de nous cacher. Et ensuite, nous pourrons arrêter de nous cacher, acquiesça Mera. J'entendis le bruit de baisers, suivi de la fermeture des portières. La BMW de Jess s'éloigna, et la clé de Mera tourna dans la serrure de la porte d'entrée. Je fermai les yeux et contrôlai ma respiration, feignant le sommeil alors que ma femme de 12 ans se glissait dans le lit à côté de moi, fraîchement revenue de la planification de ma destruction financière. Mais Mera avait commis une erreur critique. Elle avait oublié de poser des questions sur les caméras de sécurité, et j'avais oublié de les mentionner. Le lendemain matin, Mera partit travailler avec un entrain que je ne lui avais pas vu depuis des mois. Elle fredonnait même en préparant le café, dépensant probablement déjà mentalement l'argent de ma retraite avec son nouveau petit ami. J'ai attendu que sa Honda disparaisse au coin de la rue avant d'appeler Beck. J'ai la vérification d'antécédents que tu voulais, dit-il. J. Arnel a une histoire intéressante. Je t'écoute. Consultant en affaires comme tu l'as dit, mais il est passé par 3 entreprises en 5 ans. Chaque fois, il est parti dans des circonstances mystérieuses. Pas de poursuite, mais beaucoup de rumeurs sur des relations inappropriées avec des collègues mariés. Il a déjà fait ça avant. On dirait bien. Le type a un genre. Des femmes qui réussissent et qui ont quelque chose à perdre. J'ai aussi découvert qu'il a une ex-femme qui pourrait être intéressée de parler. Qu'est-ce que tu veux dire? Le divorce a été finalisé il y a 8 mois. Elle l'a accusé d'infidélité dans les papiers, mais n'a pas pu le prouver. Elle s'appelle Patricia Arnel, elle vit de l'autre côté de la ville. J'ai noté l'adresse que Beck m'a donnée. Autre chose? Son entreprise de conseil, c'est surtout de la poudre aux yeux. Site web chic, bureau cher, mais très peu de clients réels. Je me demande comment il peut se permettre ce style de vie. Peut-être qu'il a d'autres sources de revenus. Peut-être. Tu veux que je creuse plus? Pas encore, mais garde le dossier sous la main. Après avoir raccroché, j'ai réécouté l'enregistrement audio de la nuit précédente. Entendre Mera parler de notre mariage comme d'une transaction commerciale qu'elle prévoyait de dissoudre me retourna l'estomac, mais cela cristallisa aussi ma résolution. Elle voulait jouer à des jeux. Très bien. J'avais été sous-estimé toute ma vie par les professeurs, les patrons, même ma propre femme. Il était temps de montrer à tout le monde ce que l'électricien tranquille pouvait vraiment faire. Je me suis rendu à l'adresse de Patricia Arnel, une maison de ville modeste dans un quartier de classe moyenne qui criait le divorce récent. La pelouse avait besoin d'attention et la peinture s'écaillait sur les marches de l'entrée. Patricia ouvrit la porte, vêtue d'un pantalon de yoga et d'une expression méfiante. Elle était séduisante d'une manière fatiguée, avec l'air de quelqu'un qui avait traversé quelques années difficiles. Madame Arnel, je m'appelle Tran Bradshaw. J'espérais vous parler de votre ex-mari. Son expression passa de la méfiance à l'intérêt. À propos de quoi? Je pense qu'il a une liaison avec ma femme. Elle étudia mon visage un long moment, puis s'écarta. Entrez, je vais faire du café. Le salon de Patricia était dépouillé mais propre, avec des cartons de déménagement encore empilés dans un coin. Des papiers de divorce étaient posés sur la table basse à côté d'un ordinateur portable et d'un verre de vin à moitié vide.
Depuis combien de temps vous en doutez-vous, demanda-t-elle en revenant avec 2 tasses fumantes. Environ une semaine. Mais avec le recul, les signes étaient là depuis des mois. Ils le sont toujours. Patricia s'installa dans le fauteuil en face de moi. Jess est très douée pour faire en sorte que les femmes se sentent spéciales, jusqu'à ce qu'ils s'ennuient et passent à la cible suivante. Combien de temps avez-vous été mariés? 4 ans. Les meilleures et les pires 4 années de ma vie. Elle sirota son café et m'étudia. Quel genre de preuves avez-vous? Je lui ai montré les photos de l'hôtel, les données de suivi GPS et une partie des enregistrements de sécurité. L'expression de Patricia s'assombrit à chaque image. C'est exactement son mode opératoire, dit-elle. Restaurant cher, hôtel de luxe, beaucoup de démonstrations d'affection en public. Il m'a fait sentir comme la femme la plus importante du monde. Qu'est-ce qui a changé? J'ai commencé à poser des questions sur son travail. L'argent ne correspondait jamais. Il prétendait être ce consultant à succès, mais je n'ai jamais vu de vrai client. Quand j'ai insisté pour avoir des réponses, il est devenu sur la défensive. Avez-vous déjà découvert d'où venait l'argent? Patricia hésita, puis se dirigea vers son ordinateur portable. Je documente tout depuis notre divorce. Appelez ça une thérapie. Elle me montra une feuille de calcul détaillée retraçant les finances de Jess pendant leur mariage. Les chiffres étaient révélateurs. Des dépôts importants en espèces tous les quelques mois, toujours suivis d'achats coûteux ou de voyages somptueux. Je pense qu'il cible les femmes pour plus que de la romance, dit Patricia. Je pense qu'il mène une sorte d'arnaque à long terme. Qu'est-ce que vous voulez dire? Regardez le schéma. Il s'engage avec des femmes qui réussissent, gagnent leur confiance, puis commencent lentement à emprunter de l'argent ou à demander des investissements commerciaux. De petites sommes au début, puis des plus importantes. J'ai étudié la feuille de calcul plus attentivement. Combien vous a-t-il pris? 38 000 $ en 2 ans. Toujours avec des promesses de remboursement. Toujours avec une histoire larmoyante sur des problèmes de trésorerie. Ma poitrine se serra. Mera avait accès à nos comptes joints, à nos économies, à tout ce que nous avions construit ensemble. Si Jess mène une arnaque financière. Avez-vous remarqué des problèmes d'argent? Demanda Patricia, lisant mon expression. Pas encore, mais il prépare quelque chose. Je les ai entendus parler de mes actifs. Patricia hocha la tête d'un air sombre. C'est comme ça que ça commence. D'abord, il les implique émotionnellement. Ensuite, il commence à semer des graines sur le fait que leur relation actuelle n'est pas épanouissante. Enfin, il se positionne comme la solution à tous leurs problèmes. Si seulement ils avaient les ressources pour repartir à zéro. L'avez-vous déjà dénoncé? À qui? Ce n'était pas techniquement de la fraude. Je lui ai donné l'argent volontairement, et je n'avais aucune preuve qu'il voyait d'autres femmes pendant notre mariage. Je pensais aux enregistrements de sécurité, au suivi GPS, à la chronologie détaillée que j'avais construite. Et si vous aviez des preuves? Les yeux de Patricia s'illuminèrent. Quel genre de preuves? Je lui ai montré plus de données de surveillance, expliquant les enregistrements audio et la documentation complète que j'avais rassemblée. C'est incroyable, dit-elle en faisant défiler les horodatages. Je n'ai jamais eu quelque chose d'aussi solide comme preuve. La question est, qu'est-ce qu'on en fait? Patricia resta silencieuse un long moment, fixant les photos de Jess et Mera ensemble. Je veux qu'il paie pour ce qu'il m'a fait, à nous, et à toutes les autres femmes qu'il a manipulées. Je ne cherche pas la vengeance, mentis-je avec aisance. Je veux juste me protéger financièrement et m'assurer que la vérité éclate. Bien sûr. Patricia sourit, mais il y avait de l'acier dans ses yeux. À quoi pensiez-vous? Nous avons passé les 2 heures suivantes à planifier. Patricia avait des contacts chez les anciens employeurs de Jess, des femmes qui pourraient être disposées à partager leurs propres expériences. J'avais des données de surveillance complètes et la capacité de surveiller ses activités actuelles. Ensemble, nous pouvions construire un dossier qui allait bien au-delà de la simple infidélité. Il y a autre chose, dit Patricia alors que je me préparais à partir. Jess a un tic. Quand il ment, il touche son oreille gauche. Surveillez ça la prochaine fois que vous le verrez. Vous pensez que je devrais le confronter? Éventuellement, mais pas avant d'avoir tout documenté.
Les hommes comme Jess sont dangereux quand ils se sentent acculés. Je suis rentré chez moi, l'esprit en ébullition. La situation était plus complexe que je ne l'avais initialement réalisé, mais cela signifiait aussi plus d'opportunités pour exposer la vérité. Mon téléphone vibra, un texto de Mera. Je travaille tard encore. Janet veut préparer l'audience de demain. J'ai vérifié le traceur GPS. La BMW de Jess était garée à son immeuble d'appartement, et la Honda de Mera juste à côté. Au lieu de répondre à son texto, j'ai appelé Félix Roark, un avocat que j'avais rencontré par le travail. Félix était spécialisé dans les affaires de divorce et avait la réputation d'être à la fois brillant et impitoyable. Tran, content de t'entendre. Comment va la vie de couple? C'est justement pour ça que j'appelle. J'ai besoin de conseils juridiques. Oh! Quel genre de conseils? Du genre confidentiel. On peut se voir? Bien sûr. Demain matin? Mon bureau, 9 heures. J'y serai. Ce soir-là, j'ai mis en place une nouvelle routine. Au lieu d'attendre impuissant que Mera rentre à la maison avec ses mensonges, je surveillais les flux de surveillance depuis mon atelier au sous-sol. Le système audio me permettait d'entendre tout ce qui se passait dans notre maison tandis que le traceur GPS me montrait exactement où elle se trouvait réellement. Le savoir, c'était le pouvoir, et j'accumulais les deux. À 23h30, les deux voitures commencèrent à se diriger vers notre quartier. Je suis monté et je me suis mis au lit, l'ordinateur portable caché sous les couvertures. Les caméras de l'allée ont capturé leur habituelle routine d'adieu, mais cette fois, j'étais prêt avec le système audio. Demain, samedi, dit Jess. On pourrait passer toute la journée ensemble. J'aimerais bien, mais Tran est à la maison le week-end. Dis-lui que tu vas faire du shopping avec des amis. J'ai trop utilisé cette excuse ces derniers temps. Il commence à poser des questions. La voix de ma femme portait une note de frustration que je n'avais jamais entendue auparavant. Peut-être qu'il est temps d'accélérer notre calendrier, suggéra Jess. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, arrête d'attendre le moment parfait. Demande le divorce, prends ta moitié de tout et avance dans ta vie. Ce n'est pas si simple. Tran n'est pas stupide. Si je demande le divorce soudainement, il deviendra méfiant et commencera à cacher des actifs. Alors, on s'assure qu'il n'y a plus rien à cacher. Comment? Laisse-moi faire. Je connais des gens spécialisés dans la récupération d'actifs. Récupération d'actifs. Ça sonnait sinistre. Je ne veux pas lui faire de mal financièrement, dit Mera, bien que son ton suggéra le contraire. Ma chérie, tu ne peux pas construire une nouvelle vie tout en protégeant l'ancienne. Parfois, il faut choisir. J'entendis plus de baisers que de portières se fermer. Mera entra et alla directement à la salle de bain pour sa douche habituelle post-infidélité. Quand elle se glissa dans le lit, je fis semblant de me réveiller. Comment s'est passée ta journée? Demandai-je d'une voix endormie. Bien. L'affaire de Janet se complique. Peut-être que tu devrais inviter Janet à dîner un de ces soirs. J'adorerais la rencontrer. Mera devint très immobile à côté de moi. Elle est très occupée. Bien sûr qu'elle l'est. Je me suis retourné et j'ai écouté la respiration de ma femme, sachant qu'elle était allongée, éveillée, essayant de deviner si je me doutais de quelque chose. Laissez-la se poser des questions. Le jeu ne faisait que commencer. Le lendemain matin, j'ai rencontré Félix Roark à son bureau du centre-ville. Félix avait la cinquantaine, des cheveux argentés et le genre de costume impeccable qui criait les honoraires d'avocat élevés. Les murs de son bureau étaient couverts de diplômes et de photos de lui serrant la main de juge et d'homme politique. Alors, dit-il en s'installant derrière son énorme bureau en chêne. De quel genre de problèmes conjugaux parlons-nous? J'ai tout déballé. Les enregistrements de surveillance, les enregistrements audio, les données de suivi GPS et ma conversation avec Patricia Arnell. Félix écouta sans interruption, prenant occasionnellement des notes sur un bloc-notes jaune. C'est complet, dit-il quand j'eus fini. Presque trop complet. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que vous avez assez de preuves pour prouver l'infidélité 10 fois. La question est, quel est votre objectif final? Je veux protéger mes actifs et m'assurer que Mera ne soit pas récompensée pour sa tromperie. C'est juste, mais il se passe autre chose ici, n'est-ce pas?
Félix pratiquait le droit de la famille depuis 30 ans. Il pouvait lire les gens comme des documents judiciaires. Elle prévoit de me prendre tout ce que je vaux, dis-je. Je l'ai entendu en discuter avec son petit ami. Il parle de spécialiste en récupération d'actifs. Ah. Félix se pencha en arrière dans son fauteuil. Donc, il ne s'agit pas seulement d'infidélité. Il s'agit de survie financière. Exactement. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que l'adultère a toujours de l'importance dans les procédures de divorce, surtout en ce qui concerne la division des biens. La mauvaise nouvelle, c'est que vos méthodes de surveillance pourraient être légalement contestables. Comment ça? Enregistrer des conversations sans consentement, c'est délicat, même dans votre propre maison. Nous devrons être prudents sur la façon dont nous utilisons ces preuves. Félix passa l'heure suivante à m'expliquer mes options. Je pouvais demander le divorce immédiatement, en utilisant les preuves de surveillance pour étayer les allégations d'adultère, ou je pouvais attendre et rassembler plus de preuves, construisant un dossier encore plus solide. Il y a une troisième option, dit Félix. Nous pourrions les laisser faire le premier pas, puis répondre avec des preuves accablantes de leur mauvaise conduite. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si Mera demande le divorce en premier, elle devra faire des réclamations financières et des demandes d'actifs. C'est à ce moment-là que nous révélons tout. L'affaire, la planification financière, toute la conspiration. Cela la fait passer pour une adultère calculatrice au lieu d'une femme lésée. Et Jess? C'est là que les choses deviennent intéressantes. S'il a un schéma de manipulation financière, nous pourrions peut-être engager des poursuites civiles contre lui séparément. J'ai quitté le bureau de Félix avec une stratégie claire. Laisser Mera et Jess penser qu'ils contrôlaient la situation pendant que je documentais tout. Quand ils feraient enfin leur coup, je serais prêt avec assez de preuves pour les enterrer tous les deux. Mon téléphone vibra alors que je me dirigeais vers ma camionnette. Je vais faire du shopping avec Jennifer aujourd'hui. De retour ce soir. Jennifer était la colocataire d'université de Mera qui vivait à 3 états de là. J'ai vérifié le traceur GPS. La Honda de Mera était garée à l'immeuble de Jess. Au lieu de rentrer chez moi, je suis allé au Mickey's Gym dans le sud de la ville. Je n'y étais pas allé depuis des mois, mais j'avais besoin de me vider la tête et de parler à quelqu'un qui comprenait le conflit. Mickey Torino dirigeait la salle de sport depuis 40 ans. Il avait entraîné des boxeurs professionnels, des policiers et des types comme moi qui avaient juste besoin d'un endroit pour évacuer leur frustration. Mickey avait maintenant 70 ans, mais il bougeait toujours comme un combattant. « Tran » cria-t-il quand je suis entré. « Où diable étais-tu passé ?»« La vie c'est compliqué, Mickey. Elle le fait toujours. C'est pour ça qu'on a des sacs de frappe. » J'ai passé 1 heure à frapper le sac, évacuant des mois de colère et de frustration refoulés. Mickey observait depuis son perchoir habituel derrière le comptoir, criant occasionnellement des corrections sur ma technique. « Tu te bats en colère ?» dit-il quand j'ai finalement arrêté. Les combattants en colère font des erreurs. Parfois, la colère est justifiée. Parfois. Mais les combattants en colère deviennent aussi négligents. Ils télégraphient leurs coups, baissent leur garde, cherchent le chaos au lieu de le préparer correctement. Mickey me donnait le même conseil depuis que j'avais 16 ans. Que ferais-tu si quelqu'un essayait de détruire ta vie? Je m'assurerais de détruire la sienne d'abord. Mais je le ferai intelligemment, pas avec colère. Comment? De la même manière que tu gagnes un match de boxe contre un meilleur adversaire. Tu étudies ses faiblesses, tu tends des pièges, et tu attends le moment parfait pour frapper. J'ai quitté la salle de sport en me sentant plus concentré. Mickey avait raison. Je devais être stratégique, pas émotionnel. Cet après-midi-là, j'ai appelé Patricia Arnell. J'ai repensé à notre conversation, dis-je. Avez-vous toujours des contacts chez les anciens employeurs de Jess? Quelques-uns. Pourquoi? Je veux savoir s'il y a eu d'autres femmes, d'autres victimes. Je peux passer quelques appels. Qu'est-ce que vous prévoyez? Je vais donner à Jess assez de cordes pour se pendre. Patricia resta silencieuse un moment. Soyez prudent, Tran. Jess est charmant, mais il est aussi manipulateur. Ne le sous-estimez pas. Je ne le ferai pas. Ce soir-là, je me suis préparé au retour de Mera. Le système de surveillance enregistrait tout, et j'avais un nouveau plan pour tester jusqu'où elle était prête à aller.
Elle est rentrée à 20h30, portant des sacs de courses de magasins chers que je savais qu'elle n'avait pas visités. « Comment s'est passé le shopping avec Jennifer ?» demandai-je. « Super. Elle va bien, elle te dit bonjour. » « C'est gentil. Je pensais qu'on devrait prévoir un voyage pour lui rendre visite bientôt. » Le visage de Mera pâlit. « Oh, elle est très occupée avec le travail en ce moment. Peut-être plus tard. » Bien sûr. J'ai fait semblant de regarder la télévision pendant que Mera montait prendre sa douche. Grâce à l'application de surveillance de mon téléphone, je l'ai regardé cacher les sacs de courses au fond de notre placard. Des sacs qui étaient manifestement des accessoires vides pour sa couverture. Mon téléphone vibra, un texto de Beck. « J'ai des informations intéressantes sur ton ami Jess. On peut se voir demain. » Absolument. Quel genre d'informations ? Le genre qui pourrait tout changer. Dimanche matin, j'ai rencontré Beck dans un dîner près de la rivière. Il avait l'air inhabituellement sérieux en faisant glisser un dossier Manny sur la table. J'ai fait des recherches plus approfondies sur le passé de Jess Arnell, dit-il. J'ai trouvé des choses qui n'apparaissaient pas dans la recherche initiale. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des rapports de crédit et ce qui ressemblait à des photos de surveillance. Comment as-tu obtenu ça ? J'ai encore des amis à certains endroits. Jess Arnell n'est pas seulement un infidèle en série. Il mène une arnaque sophistiquée à long terme. Beck m'a guidé à travers les documents. Au cours des 5 dernières années, Jess avait systématiquement ciblé et exploité financièrement au moins 6 femmes différentes. Le schéma était toujours le même, établir une relation amoureuse, gagner la confiance financière, puis extraire progressivement de l'argent par le biais de divers stratagèmes. Les montants varient, expliqua Beck, mais nous parlons d'un total de plus de 200 000 $. Est-ce que l'une de ces femmes l'a dénoncé ? C'est là le génie de son système. Il ne commet jamais techniquement de fraude. Tout est volontaire. Les femmes lui donnent de l'argent de leur plein gré, croyant généralement qu'elles investissent dans leur avenir commun. Que se passe-t-il quand elles réalisent qu'elles ont été arnaquées ? La plupart sont trop embarrassées pour le signaler. Les quelques-unes qui ont tenté des poursuites judiciaires ont découvert qu'il est presque impossible de prouver la manipulation émotionnelle. J'ai étudié les photos de surveillance. Elles montraient Jess avec différentes femmes au fil des ans, suivant toujours le même schéma de rendez-vous coûteux et de gestes intimes. Il y a autre chose, dit Beck. Je pense que Jess pourrait cibler Mera pour plus que de l'argent. Qu'est-ce que tu veux dire ? Votre femme a accès à des informations juridiques confidentielles, n'est-ce pas ? Dossier client, stratégie de cas, montant des règlements. L'implication me frappa comme un coup physique. Tu penses qu'il est après des informations d'initié ? Je pense que Jess Arnell est beaucoup plus dangereux que nous ne le pensions tous les deux. Je suis rentré chez moi, l'esprit en ébullition. Si Beck avait raison, Mera ne faisait pas que me tromper, elle compromettait potentiellement toute sa carrière juridique. Cet après-midi-là, j'ai décidé de tester ma théorie. J'ai installé mon ordinateur portable dans le salon et j'ai commencé à faire des recherches sur les relations d'affaires de Jess, en m'assurant de dire mes découvertes à haute voix pour que le système de surveillance les enregistre. Intéressant, dis-je à moi-même, assez fort pour que les microphones captent. Le cabinet de conseil de Jess Arnell a des liens avec 3 entreprises qui sont actuellement impliquées dans des poursuites judiciaires traitées par le cabinet de Mera. J'ai attendu de voir si cette information parviendrait à Mera. Si Jess lui soutirait des informations d'initié, ma petite révélation devrait déclencher une sorte de réaction. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 18h30, le téléphone de Mera sonna. Elle sortit pour prendre l'appel, mais les microphones extérieurs que Beck avait installés capturèrent chaque mot. « Qu'est-ce que tu veux dire par il pose des questions ?» La voix de Mera était tendue d'anxiété. Je ne pouvais pas entendre l'autre côté de la conversation, mais les réponses de Mera me disaient tout ce que j'avais besoin de savoir. « Non, je ne lui ai rien dit sur tes affaires. »« Pourquoi le ferais-je » Une pause. « Bien sûr que je te fais confiance, mais peut-être que nous devrions être plus prudents. » Une autre pause. « Je ne sais pas ce qu'il soupçonne. Il a agi étrangement ces derniers temps. » Quand Mera est revenu à l'intérieur, son visage était rouge et ses mains tremblaient légèrement. « Tout va bien, demandai-je. »« Bien, juste des trucs de travail. »« Je peux t'aider ?»« Non, c'est...
des informations confidentielles sur un client. J'ai hoché la tête avec sympathie, mais à l'intérieur, je célébrais. Mera venait de confirmer qu'elle partageait des informations confidentielles avec Jess, ce qui signifiait que j'avais maintenant des preuves de faute professionnelle en plus de l'adultère. Cette nuit-là, j'étais allongé dans le lit, écoutant ma femme se tourner et se retourner à côté de moi. Elle commençait enfin à réaliser que son plan parfait n'était peut-être pas si parfait que ça, mais elle n'avait aucune idée des ennuis dans lesquels elle se trouvait vraiment. Parce que demain, j'allais commencer à riposter. Lundi matin, je me suis de nouveau déclaré malade et je me suis rendu directement à la maison de ville de Patricia Arnell. Elle a ouvert la porte, le café déjà en train de couler et un regard déterminé dans les yeux. J'ai passé ses appels, dit-elle sans préambule. Vous aviez raison. Il y a d'autres victimes. Elle me conduisit à sa table de cuisine, qui était couverte de notes manuscrites et de mets imprimés. J'ai contacté 3 femmes du passé de Jess. 2 d'entre elles ont accepté de parler. Patricia me présenta par haut-parleur à Monica Chen, une agent immobilier de Chicago qui avait eu une liaison avec Jess 2 ans plus tôt. Il m'a coûté $45 000, dit Monica, la voix tendue de colère. Il m'a convaincu d'investir dans l'expansion de son cabinet de conseil, puis a disparu quand j'ai commencé à demander des retours sur investissement. L'avez-vous dénoncé, demandai-je. J'ai essayé, mais tout était documenté comme des prêts personnels entre partenaires amoureux. La police a dit que c'était une affaire civile, et mon avocat a dit qu'il serait presque impossible de prouver la fraude. La deuxième femme, Rebecca Torres, avait une histoire similaire. Jess l'avait courtisée pendant 8 mois, lui soutirant progressivement de l'argent pour diverses opportunités commerciales avant de passer à sa prochaine cible. Le pire, dit Rebecca, c'est qu'il m'a fait sentir que c'était de ma faute quand les choses ont mal tourné, comme si je n'étais pas assez solidaire ou que j'étais trop méfiante. Après la fin des appels, Patricia et moi sommes restés assis en silence un moment. Il a fait ça à au moins 8 femmes que nous connaissons, dit-elle finalement. Probablement plus. Et si nous pouvions les rassembler toutes, présenter un front uni? Vous voulez dire comme un recours collectif? Je veux dire, comme une campagne d'exposition coordonnée. Médias sociaux, nouvelles locales, réseaux professionnels. Rendre impossible pour lui d'opérer. Les yeux de Patricia s'illuminèrent. J'aime votre façon de penser. Nous avons passé l'heure suivante à planifier une stratégie complète pour exposer le schéma de manipulation de Jess. Patricia se coordonnerait avec ses autres victimes pendant que je continuerais à recueillir des preuves de son stratagème actuel avec Mera. Il y a autre chose que nous devrions considérer, dit Patricia alors que je me préparais à partir. Si Jess est vraiment après des informations d'initiés du cabinet d'avocats de Mera, il pourrait y avoir des organismes de réglementation qui seraient intéressés par ça. Comme qui? Le barreau de l'État, pour commencer. Les avocats qui partagent des informations confidentielles sur leurs clients peuvent perdre leur licence. L'implication était claire. Si je jouais bien mes cartes, je pouvais détruire simultanément la carrière de Mera et sa relation. Je suis rentré chez moi pour trouver un message de Félix Roark sur mon répondeur. Tran, rappelle-moi. J'ai des nouvelles intéressantes sur les stratégies de protection des actifs. Quand j'ai joint Félix, sa voix portait une note d'excitation. J'ai réfléchi à votre situation, dit-il. Il y a des mesures proactives que nous pouvons prendre pour protéger vos actifs avant que Mera ne fasse son coup. Quel genre de mesures? Des mesures légales. Nous pouvons établir des fiducies, transférer certains actifs sur des comptes protégés, même créer des entités commerciales auxquelles il lui serait difficile d'accéder lors d'un divorce. Est-ce éthique? Complètement. Vous ne cachez pas d'actifs. Vous les restructurez à des fins légitimes de planification commerciale et successorale. Félix expliqua que beaucoup de nos actifs communs pouvaient être légalement réorganisés de manière à limiter l'accès de Mera lors des procédures de divorce. La clé était d'agir avant qu'elle ne dépose des papiers. Combien de temps cela prendrait-il? 2 semaines? Peut-être 3. Mais nous devons agir vite. Faites-le. Cet après-midi-là, j'ai mis en œuvre la phase suivante de mon plan. J'ai appelé Mera au travail, en m'assurant de paraître décontracté et aimant. Et, chérie. Je pensais qu'on devrait dîner dehors ce soir, juste nous deux. Oh, je dois travailler tard encore. Allez. Tu as travaillé tous les soirs depuis des semaines. Un dîner ne fera pas de mal.
Tran, tu ne comprends pas la pression que je subis en ce moment. Alors aide-moi à comprendre. Parle-moi de cette affaire Henderson qui te dévore la vie. Silence à l'autre bout du fil. C'est compliqué, dit-elle finalement. J'en suis sûr. Peut-être que d'en parler aiderait. Je ne peux pas discuter de questions de confidentialité client. Bien sûr que non. Mais tu pourrais me parler des principes juridiques généraux impliqués. Encore le silence. Je dois vraiment travailler tard, dit-elle. Peut-être demain soir. Bien sûr, chérie. Travaille bien. Après avoir raccroché, j'ai vérifié le traceur GPS. La Honda de Mera était dans le parking de son cabinet d'avocat, exactement là où elle prétendait être. Mais la BMW de Jess était garée à 3 pâtés de maison de là. Je suis allé au centre-ville et je me suis positionné avec une vue sur les 2 véhicules. À 18h15, Mera est sorti de son immeuble et s'est dirigé directement vers la voiture de Jess. Ils se sont rendus dans un restaurant dont je n'avais jamais entendu parler, un endroit intime dans un quartier de la ville où ils étaient peu susceptibles de rencontrer quelqu'un que nous connaissions. Au lieu de les suivre, je me suis rendu au cabinet d'avocat de Mera. La sécurité de l'immeuble était minimale, un seul gardien à la réception qui était plus intéressé par son smartphone que par la surveillance des visiteurs. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 14e étage où travaillait Mera. Les couloirs étaient vides, mais plusieurs bureaux avaient encore les lumières allumées. J'ai trouvé le bureau de Mera et j'ai regardé à travers la porte vitrée. Son ordinateur était toujours connecté avec plusieurs dossiers ouverts à l'écran. L'un d'eux a immédiatement attiré mon attention. Henderson contre Morrison Industries, l'affaire qu'elle utilisait comme couverture pour ses nuits tardives. J'ai pris des photos de l'écran de l'ordinateur avec mon téléphone, documentant les détails et la chronologie de l'affaire. Puis j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. L'affaire Henderson avait été réglée il y a 3 semaines. Mera mentait sur le fait de travailler tard sur une affaire qui n'existait plus. Mon téléphone vibra, un texto. Le dîner s'éternise. Ne m'attends pas. Je t'aime. J'ai répondu, je t'aime aussi. Travaille bien sur cette affaire Henderson. 3 points sont apparus et ont disparu plusieurs fois avant qu'elle ne réponde finalement. J'y manquerai pas. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté au magasin d'électronique et j'ai acheté du matériel de surveillance supplémentaire. De minuscules caméras qui pouvaient être cachées dans des objets du quotidien. Si Mera et Jess préparaient quelque chose, je voulais documenter chaque conversation. Cette nuit-là, j'ai installé des micro-caméras dans le salon, la cuisine et le bureau de Mera à la maison. Les appareils étaient pratiquement invisibles et connectés sans fil à mon système de surveillance au sous-sol. À 23h45, les caméras de l'allée ont capturé la routine d'adieu habituelle de Mera et Jess. Mais cette fois, leur conversation était différente. « Tu es sûr qu'il ne soupçonne rien ?» demanda Jess. « Je ne pense pas, mais il pose plus de questions sur le travail ces derniers temps. » Quel genre de questions ? Sur l'affaire Henderson. Il voulait dîner avec moi ce soir pour en discuter. Ce n'est pas bon. L'affaire Henderson a été réglée il y a des semaines. Je sais. Je pense que j'ai bien couvert mes arrières, mais nous devons être plus prudents. Peut-être qu'il est temps d'accélérer notre calendrier. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire, arrête de jouer et demande le divorce. Plus on attend, plus il pourrait devenir méfiant. Mais nous n'avons pas fini de mettre en place les arrangements financiers. Nous en avons assez. Fais-moi confiance. J'entendis des baisers, puis des portières se fermer. Mera entra et alla directement à son bureau à la maison où l'une de mes nouvelles caméras la captura en train d'ouvrir son ordinateur portable et d'accéder à des dossiers clients. Elle passa 20 minutes à copier des documents sur une clé USB, puis supprima son historique de navigation et ferma l'ordinateur portable. Quand elle vint se coucher, je fis semblant de dormir pendant que mon esprit s'emballait. Mera ne se contentait pas de partager des informations avec Jess. Elle volait activement des données confidentielles de clients. Le lendemain matin, j'ai appelé Félix Roark pour une mise à jour. Elle copie des dossiers clients, lui ai-je dit. J'ai des preuves vidéo d'elle transférant des documents sur un stockage externe. C'est une violation grave de l'éthique, dit Félix. Potentiellement criminelle, selon le type d'information qu'elle prend. Que dois-je faire ? Documenter tout, mais n'intervenez pas encore.
Nous voulons les prendre en flagrant délit d'utilisation des informations volées. Et s'ils demandent le divorce en premier? Alors nous les détruisons avec des preuves de faute professionnelle, de vol d'informations confidentielles et de complot en vue de commettre une fraude. J'ai passé le reste de la journée à examiner les enregistrements de surveillance et à organiser les preuves. Le dossier contre Mera et Jess devenait de plus en plus solide d'heure en heure. Mais je voulais plus qu'une simple victoire juridique. Je voulais qu'ils comprennent ce que cela faisait d'avoir sa vie systématiquement démantelée par quelqu'un qu'ils avaient sous-estimé. Cet après-midi-là, j'ai appelé Beck avec une demande spéciale. « J'ai besoin que tu m'aides à envoyer un message, dis-je. » « Quel genre de message ? » Le genre qui leur fait savoir qu'ils ne sont pas aussi malins qu'ils le pensent. Beck resta silencieux un moment. « À quoi pensais-tu ? » ? « Je veux que Jess sache que quelqu'un le surveille. Rien d'illégal, rien de menaçant, juste assez pour le rendre paranoïaque. Je peux m'en occuper. Bien, parce qu'il est temps de passer à l'offensive. Le jeu était sur le point de changer, et Mera et Jess n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Beck m'appela à 7 heures du matin avec une nouvelle qui donna à mon café du matin le goût de la victoire. « Ton gars, Jess, a eu une visite surprise hier soir, dit-il. Quelqu'un a laissé une enveloppe manille sous son essuie-glace. » « Quel genre d'enveloppe ? » ?»« Le genre qui contient des photos de lui avec ta femme, accompagnée d'une note disant « Souriez. Vous êtes filmé. » Pas de signature, pas de menace, juste un rappel amical qu'il est observé. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Comment a-t-il réagi ? Les caméras de sécurité de son parking l'ont filmé en train de paniquer. Il a passé 20 minutes à vérifier sa voiture à la recherche de traceurs, puis a appelé quelqu'un sur son téléphone. Il avait l'air plutôt agité. Parfait. Il y a plus. J'ai demandé à un ami de vérifier les plaques d'immatriculation des voitures qui ont visité son immeuble le mois dernier. Devine quelle Honda figure sur la liste ? Celle de Mera. 17 fois différente. Ta femme a passé beaucoup de temps à l'appartement de son bellâtre. J'ai ajouté cette information à mon dossier de preuves croissant. Entre les enregistrements de surveillance, le suivi GPS, les enregistrements audio et maintenant les registres de visiteurs, j'avais assez de documentation pour prouver l'affaire au-delà de tout doute raisonnable. Mon téléphone sonna alors que j'examinais le dernier lot de preuves. La voix de Mera était tendue d'anxiété. « Tran, je dois te demander quelque chose. »« Bien sûr, chérie. »« Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tu m'as surveillé ces derniers temps ? » ?»« Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Je veux dire, me suivre ou faire en sorte que quelqu'un me suive, poser des questions sur mon emploi du temps. » Je laissai le silence s'étirer entre nous pendant quelques secondes. Pourquoi ferais-je ça ? Je ne sais pas. C'est juste que des choses bizarres se sont produites dernièrement. Quel genre de choses bizarres ? Laisse tomber. Je suis probablement paranoïaque. Est-ce que ça va ? Tu as l'air stressé. Je vais bien. Juste la pression du travail. Peut-être que tu devrais prendre des vacances. On pourrait aller quelque part ensemble. Juste nous deux. Je ne peux pas en ce moment. Trop d'affaires en cours. Bien sûr. Eh bien, si tu as besoin de parler de quoi que ce soit, je suis là. Après avoir raccroché, j'ai vérifié le traceur GPS. La Honda de Mera était de nouveau garée à l'immeuble de Jess, même si elle était censée être au travail. J'ai appelé Patricia Arnell avec une mise à jour sur notre campagne de guerre psychologique. Ça marche, lui ai-je dit. Il commence à paniquer. Bien. J'ai coordonné avec les autres victimes de Jess. Nous prévoyons une campagne coordonnée sur les réseaux sociaux pour exposer son schéma de comportement. Quand ? La semaine prochaine. Monica prépare une chronologie de ses activités au cours des 5 dernières années. Rebecca rédige un compte rendu détaillé de ses techniques de manipulation. Je m'occupe de la recherche juridique. Et les preuves. Nous avons des photos, des dossiers financiers et des témoignages de 8 femmes différentes. Ce sera complet. Assurez-vous d'inclure ces activités actuelles avec Mera. Je peux fournir des enregistrements de surveillance et la documentation de leurs relations. Êtes-vous sûr de vouloir que vos affaires personnelles soient rendues publiques ? J'en suis sûr. Mera a fait son choix quand elle a décidé de trahir notre mariage. Maintenant,
elle doit vivre avec les conséquences. Cet après-midi-là, j'ai mis en œuvre la phase suivante de mon plan. J'ai appelé le cabinet d'avocats de Mera et j'ai demandé à parler à son superviseur, en prétendant être un client potentiel avec des questions sur l'affaire Henderson. Je suis désolé, dit la réceptionniste, mais l'affaire Henderson a été résolue il y a plusieurs semaines. Voulez-vous que je vous mette en contact avec un autre avocat? En fait, j'ai été spécifiquement référé à Mera Arnell. Elle a travaillé sur des questions liées à Henderson récemment. Je pense qu'il y a une confusion. Madame Arnell n'a pas été affectée à l'affaire Henderson depuis plus d'un mois. Intéressant. Pourriez-vous me dire sur quelles affaires elle travaille actuellement? Je suis désolé, mais je ne peux pas discuter des affectations des avocats avec des non-clients. J'ai raccroché avec la confirmation de ce que je savais déjà. Mera mentait sur son emploi du temps depuis des semaines. Ce soir-là, je me suis préparé pour la phase finale de mon opération de collecte de preuves. J'avais installé une nouvelle caméra dans notre chambre, cachée à l'intérieur d'un réveil numérique qui semblait tout à fait ordinaire. À 23h30, Mera est rentrée d'une autre nuit tardive, au bureau. Elle est allée directement à son ordinateur et a passé 1 heure à copier d'autres dossiers clients sur sa clé USB, mais cette fois, elle a également passé plusieurs appels téléphoniques. Le calendrier s'accélère, dit-elle à quelqu'un, vraisemblablement Jess. Je pense qu'il devient méfiant. Je ne pouvais pas entendre l'autre côté de la conversation, mais les réponses de Mera me disaient tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai la plupart des documents financiers dont nous avons parlé. Relevés bancaires, informations sur le compte de retraite, titre de propriété. Une pause. Oui, j'ai copié les détails du règlement de Morrison Industries. Le paiement final était plus important que ce qu'ils ont annoncé publiquement. Une autre pause. Je sais que c'est risqué, mais l'information en vaut la peine. Ton contact à Chicago est prêt à payer $50 000 pour des détails d'initié sur les règlements à venir. Ma femme ne se contentait pas de me tromper et de planifier notre divorce. Elle vendait des informations juridiques confidentielles à des tiers. Demain soir, continua Mera, nous finaliserons tout et je déposerai les papiers vendredi. Les papiers du divorce. Elle prévoyait de demander le divorce dans 3 jours. Je t'aime aussi, dit-elle avant de raccrocher. Je suis resté allongé dans le noir, écoutant ma femme de 12 ans se préparer à détruire ma vie tout en profitant d'informations volées. La trahison était complète, mais ma préparation l'était aussi. Le lendemain matin, j'ai appelé Félix Roark pour une réunion d'urgence. Ils avancent plus vite que nous ne l'avions prévu, lui ai-je dit. Mera demande le divorce vendredi. Êtes-vous prêt? Plus que prêt. J'ai des preuves d'adultère, de vol d'informations confidentielles, de complot en vue de commettre une fraude et de vente d'informations juridiques d'initiés à des tiers non autorisés. Félix siffla doucement. Ce ne sont pas seulement des motifs de divorce. C'est une activité potentiellement criminelle. Quel est notre prochain coup? Nous déposons les premiers. Aujourd'hui. Et nous incluons une motion de protection d'urgence des actifs basée sur les preuves de la mauvaise conduite de votre femme. Faites-le. Félix passa la matinée à préparer les papiers de divorce qui allaient complètement surprendre Mera. Au lieu d'être la femme lésée cherchant sa juste part, elle serait l'accusée faisant face à des accusations de faute professionnelle et de charges criminelles potentielles. Je recommande également que nous fournissions des copies de vos preuves au barreau de l'État, dit Félix. Ce que fait Mera pourrait entraîner sa radiation. Et Jess? Nous déposerons une plainte civile distincte contre lui pour ingérence intentionnelle dans le mariage et complot en vue de commettre une fraude. À 14h, un huissier de justice a remis les papiers de divorce à Mera à son cabinet d'avocat. J'ai suivi sa réaction grâce au système GPS. Sa Honda est restée garée au travail pendant 6 heures d'affilée, suggérant qu'elle était en mode crise. Mon téléphone a commencé à sonner à 20h15. Tran, nous devons parler. La voix de Mera tremblait. À propos de quoi? De ces papiers que tu as déposés. Des accusations que tu portes. Et alors? Elles sont complètement fausses. Je n'ai jamais volé d'informations confidentielles. Je n'ai jamais partagé de détails sur les clients avec qui que ce soit. Tu es sûr de ça? Bien sûr que j'en suis sûr. Alors ça ne te dérangera pas que nous examinions tes fichiers informatiques et tes relevés téléphoniques pendant la procédure de communication des pièces. Silence.
Mera? Je suis là. Bien, parce que nous avons beaucoup de choses à discuter. Pouvons-nous régler ça sans avocat? Je ne pense pas. Tu vois, je documente tes activités depuis un certain temps maintenant. Les nuits tardives, les projets de travail mystérieux, le nouvel ami avec qui tu passes du temps. De quoi parles-tu? Je parle de Jess Arnel. Je parle de dossiers clients volés. Je parle de vente d'informations confidentielles. Dois-je continuer? La ligne resta silencieuse si longtemps que je crus qu'elle avait raccroché. Depuis combien de temps sais-tu? Demanda-t-elle finalement. Assez longtemps. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu comprennes que les actions ont des conséquences. Je veux que tu réalises que l'électricien tranquille que tu pensais pouvoir manipuler et jeter est plus intelligent que tu ne le croyais. Tran, s'il te plaît. Je veux que tu expérimentes ce que cela fait d'avoir ta vie systématiquement détruite par quelqu'un que tu as sous-estimé. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Demain, le vrai plaisir commencerait. Parce que Mera et Jess étaient sur le point de découvrir que la vengeance, lorsqu'elle est bien planifiée et exécutée, était un plat qui se servait de préférence avec une documentation complète et une représentation légale. L'électricien tranquille avait fini d'être silencieux. Vendredi matin arriva avec cet air frais d'automne qui rendait tout possible. J'avais mieux dormi que depuis des mois, sachant que ce jour apporterait la résolution vers laquelle j'avais travaillé. Mon téléphone affichait 17 appels manqués de Mera et 12 d'un numéro que je ne reconnaissais pas, probablement Jess. J'ai supprimé tous les messages vocaux sans les écouter. À 9h, Félix Roark appela avec une mise à jour. Le barreau de l'État est très intéressé par vos preuves, dit-il. Ils ouvrent une enquête formelle sur la conduite de Mera. Combien de temps cela prendra-t-il? Des semaines, peut-être des mois, mais ils ont déjà suspendu son accès aux bases de données confidentielles des clients en attendant l'examen. Et la plainte civile contre Jess? L'huissier l'a trouvée ce matin. Il a été officiellement informé des accusations de fraude et de complot. J'ai vérifié le traceur GPS par habitude. La BMW de Jess était garée à son immeuble d'appartement et n'avait pas bougé depuis hier soir. La Honda de Mera était dans notre allée. Elle était à la maison, à m'attendre. J'ai pris mon temps pour rentrer du bureau de Félix, m'arrêtant au Mickey's Gym pour une dernière conversation avec mon ancien mentor. Tu as l'air différent, dit Mickey quand je suis entré. Concentré. Le combat est presque terminé. As-tu gagné? Je suis sur le point de le savoir. Mickey étudia mon visage avec l'œil exercé de quelqu'un qui avait entraîné des combattants pendant 4 décennies. Rappelle-toi ce que je t'ai appris sur les combinaisons finales. Tu n'arrêtes pas de lancer des coups tant que ton adversaire ne peut plus se relever. Je m'en souviendrai. Je suis rentré chez moi pour trouver la Honda de Mera dans l'allée et une berline noire garée de l'autre côté de la rue. Probablement Jess essayant d'apporter un soutien moral à une distance de sécurité. Mera attendait dans le salon, portant toujours les vêtements de la veille. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, et ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre. Nous devons parler, dit-elle dès que je suis entré. Je t'écoute. Ça a pris des proportions démesurées. Les accusations que tu portes, les papiers juridiques, ça détruit nos deux vies. Ta vie, ai-je corrigé? Ma vie ne fait que commencer. Tran, s'il te plaît. J'ai fait des erreurs, mais nous pouvons surmonter ça. Quel genre d'erreur? Elle baissa les yeux sur ses mains. Je me suis impliqué avec quelqu'un avec qui je n'aurais pas dû. Jess Arnel. Oui. Et j'ai partagé des informations que je n'aurais pas dû partager. Quel genre d'informations? Des détails sur les clients, des montants de règlement. Rien qui n'ait blessé personne. Rien qui n'ait blessé personne, sauf ton éthique professionnelle et notre mariage. Mera leva les yeux vers moi, les larmes aux yeux. Je sais que j'ai tout gâché. Mais demander le divorce, impliquer des avocats. Ça n'a pas à être comme ça. Tu as raison. Ça n'avait pas à être comme ça. Alors, réparons ça. Comment suggères-tu que nous fassions ça? Nous pourrions aller en thérapie. Je pourrais rompre avec Jess. Nous pourrions repartir à zéro. Je me suis assis en face d'elle, en maintenant le contact visuel. Parle-moi des $50 000. Son visage devint blanc.
Quels 50 000 $? Le paiement que tu attendais pour la vente des informations sur le règlement de Morrison Industries au contact de Jess à Chicago. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mera, j'ai des enregistrements de tes conversations téléphoniques. J'ai une vidéo de toi copiant des dossiers clients. J'ai la documentation de chaque mensonge que tu as raconté au cours des 2 derniers mois. Elle me fixa, choquée. Tu m'as enregistré? Je me suis protégé. C'est illégal. En fait, non. C'est ma maison et je suis parti à chaque conversation que nous avons eue. Mais les appels téléphoniques ont été passés depuis ma maison, en utilisant mon réseau sans fil, pendant que j'étais présent. Parfaitement légal. Mera se leva et commença à faire les 100 pas. Tu ne peux rien utiliser de tout ça au tribunal. C'est une violation de la vie privée. Félix Roark n'est pas d'accord. Ni le barreau de l'État. Le barreau de l'État. Ils sont très intéressés par les avocats qui vendent des informations confidentielles sur leurs clients. Apparemment, c'est un motif de radiation. Mera se laissa retomber sur sa chaise, la réalité de sa situation la frappant enfin. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle doucement. « Je veux que tu comprennes que je ne suis pas l'idiot que tu pensais que j'étais. Je n'ai jamais pensé que tu étais un idiot. Tu pensais que j'étais quelqu'un que tu pouvais manipuler et jeter quand tu as trouvé quelque chose de mieux. Ce n'est pas vrai. Alors explique-moi les spécialistes en récupération d'actifs dont vous avez discuté, Jess et toi. Explique-moi ton plan pour prendre la moitié de tout ce pourquoi j'ai travaillé. Nous ne faisions que parler. Vous planifiez de détruire mon avenir financier tout en construisant le vôtre avec des informations volées et l'argent de l'assurance. Une portière de voiture claqua à l'extérieur et, par la fenêtre, je vis Jess monter les marches de notre Porsche. Il avait l'air nerveux mais déterminé. Tu l'as appelé, demandai-je. Je pensais que peut-être si nous parlions tous ensemble. La sonnette retentit. Ça devrait être intéressant, dis-je en allant ouvrir. Jess se tenait sur mon Porsche, vêtu d'un costume cher et de ce qu'il pensait probablement être une expression confiante. De près, il était plus petit qu'il n'apparaissait sur les enregistrements de surveillance, peut-être un M78, avec la carrure molle de quelqu'un qui passait plus de temps dans les salles de conseil que dans les salles de sport. Tran, dit-il en tendant la main. Je pense que nous devons avoir une conversation. Je regardai sa main tendue mais ne la pris pas. À propos de quoi? De la résolution de cette situation d'une manière qui convienne à tout le monde. Entrez. Jess entra dans notre salon et s'assit à côté de Mera. Ils ressemblaient à ce qu'ils étaient, 2 personnes qui avaient été prises dans une conspiration et qui essayaient maintenant de minimiser les dégâts. Écoute, dit Jess, je sais que c'est gênant, mais nous sommes tous des adultes ici. Mera et moi avons des sentiments l'un pour l'autre, et je pense que la chose la plus mature à faire est de gérer ce divorce à l'amiable. À l'amiable, répétai-je. C'est ça. Pas besoin d'accusation ou de bataille juridique. Juste une rupture nette qui permet à tout le monde d'avancer. Et les informations clients volées? La main gauche de Jess se dirigea inconsciemment vers son oreille. Le tic dont Patricia m'avait prévenu. Je ne sais rien sur des informations volées, dit-il. Et les 50 000 $ que vous prévoyez de payer pour les détails du règlement de Morrison Industries? Je pense qu'il y a eu un malentendu. Et Monica Chen, Rebecca Torres, Patricia Arnell. L'expression confiante de Jess se fissura. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Et les 200 000 $ que vous avez volés à des femmes au cours des 5 dernières années? C'est ridicule. Je n'ai jamais rien volé à personne. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application de surveillance. Voulez-vous que nous examinions les enregistrements de vos conversations avec Mera? Celles où vous discutez de l'accélération du calendrier et de la récupération d'actifs. Jess et Mera échangèrent un regard. Vous ne pouvez pas enregistrer des conversations privées sans consentement, dit Jess. Je peux enregistrer des conversations qui ont lieu sur ma propriété, surtout lorsqu'elles impliquent un complot criminel. Complot criminel? La voix de Mera était à peine un murmure. Vol d'informations confidentielles, fraude, complot en vue de commettre une fraude, et dans le cas de Jess, un schéma de manipulation financière s'étendant sur plusieurs victimes dans plusieurs États. Jess se leva brusquement. Je n'ai pas à écouter ça. Vous avez raison. Vous n'êtes pas obligé.
Mais vous devriez savoir que Patricia Arnell et vos autres victimes coordonnent une campagne d'exposition publique. Elle sera lancée sur les réseaux sociaux lundi matin. Quel genre de campagne d'exposition? Photos, dossiers financiers, témoignages de 8 femmes différentes et une chronologie complète de vos activités. Ils appellent ça les dossiers Jess Arnell. Le visage de Jess était devenu pâle. C'est de la diffamation. La vérité n'est pas de la diffamation. Vous ne pouvez rien prouver de tout ça. J'ai ouvert une autre application sur mon téléphone et je lui ai montré l'écran. Des données de suivi GPS montrant votre emplacement lors de chacune de vos rencontres avec Mera. Des enregistrements audio de vos conversations sur la vente d'informations clients. Des séquences vidéo de Mera copiant des fichiers confidentiels sur des clés USB. C'est de la folie, dit Jess. Mais sa voix manquait de conviction. Patricia avait raison à propos de votre tic, ajoutai-je. Vous touchez votre oreille gauche quand vous mentez. La main de Jess tomba de son oreille comme s'il avait été brûlé. Qu'est-ce que tu veux? Demanda de nouveau Mera. Je veux que vous compreniez tous les deux que les actions ont des conséquences. On a compris, dit Jess. Tu es en colère, mais détruire nos vies ne réparera pas ton mariage. Mon mariage a pris fin au moment où Mera a décidé de le trahir. Maintenant, je m'assure juste que vous payiez tous les deux le prix approprié. Quel prix? Murmura Mera. La disgrâce professionnelle, la ruine financière et l'humiliation publique. Les mêmes choses que vous prévoyiez pour moi. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre. La camionnette de Beck était garée de l'autre côté de la rue, et je pouvais le voir surveiller la maison. Voici ce qui va se passer, dis-je en me retournant pour leur faire face. Mera, tu vas démissionner de ton cabinet d'avocat avant qu'il ne te vire. Tu vas coopérer pleinement avec l'enquête du barreau et tu vas signer les papiers de divorce qui me donnent tout ce que je demande. Et si je ne le fais pas? Alors je diffuse tout aux médias, à tes collègues et aux forces de l'ordre. C'est ton choix. Et moi? Demanda Jess. Tu vas disparaître. Quitter la ville, changer de carrière, recommencer ailleurs. Parce que si je te vois à moins de 150 km d'ici après aujourd'hui, je m'assurerai que chaque femme en Amérique sache exactement quel genre de prédateur tu es. Jess et Mera restèrent assis dans un silence stupéfait. Vous avez jusqu'à lundi pour décider, continuai-je. Après ça, les preuves deviennent publiques, peu importe ce que vous choisissez. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Je pense que nous avons terminé ici. Jess se leva le premier, son costume chair froissé et sa confiance complètement brisée. Ce n'est pas fini, dit-il. Si, ça l'est. Mera le suivit vers la porte, puis s'arrêta et se retourna vers moi. Je t'ai vraiment aimé, dit-elle doucement. Non, ce n'est pas vrai. Tu as aimé ce que je pouvais fournir. Il y a une différence. Après leur départ, je suis resté dans mon salon vide et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois. La paix. Mon téléphone vibra, un texto de Beck. Tout va bien? Parfaitement, ai-je répondu. Le combat est terminé. Je suis descendu à mon atelier au sous-sol et j'ai commencé à télécharger le dernier lot de fichiers de preuves sur mon stockage cloud. Lundi, peu importe ce que Mera et Jess décideraient, la vérité deviendrait publique. Mais je savais déjà ce qu'ils choisiraient. Les prédateurs acculés fuient toujours face à une force supérieure. J'avais passé des mois à être sous-estimé, manipulé et trahi. Maintenant, Mera et Jess comprenaient ce que cela faisait d'avoir sa vie systématiquement démantelée par quelqu'un qu'ils avaient considéré comme inoffensif. L'électricien tranquille leur avait appris une leçon qu'ils n'oublieraient jamais.